Putain, j'ai une tignasse. Yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, un bilan cinéma de l'année 2015. Pourquoi? Parce que j'avais envie de le faire. Allez, bonne soirée. Non, plus sérieusement, parce que j'avais fait un bilan cinéma de l'année 2014 et du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer à faire des bilans, c'était plutôt cool à faire. Cela dit, ce bilan cinéma 2015 n'aurait pas dû être sur cette chaîne parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé il y a quelques mois une chaîne secondaire qui est complètement consacrée au cinéma. Alors rassurez-vous, vous n'avez rien raté parce que pour l'instant il n'y a que 2 vidéos sur la chaîne. Une vidéo de présentation et un bilan cinéma 2014 qui est plus complet que celui qui est sur cette chaîne. J'avoue que j'ai un peu négligé la chaîne, mais je vous en parle parce que je compte très sérieusement la reprendre très bientôt. Et vu que je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants ces dernières semaines sur la chaîne, c'est intéressant d'en reparler pour que si vous aimez ma façon de parler du cinéma, que vous puissiez vous abonner. Ça serait cool. Cela dit, donc dans ce bilan cinéma, je vais parler des 23 films sortis en 2015 que j'ai vus jusqu'à présent. Il va être très différent de celui de 2014 que j'avais fait sur la chaîne cinéma. Tout simplement parce que sur ce bilan cinéma, j'avais fait un classement chronologique, c'est-à-dire de janvier à décembre. Là, j'ai décidé de faire un classement du moins bon au meilleur film, avec un système de notation sur 20. Oui, je sais, c'est très subjectif, mais ça permet un petit peu de bien classer les films. Parce que vu qu'il y en a beaucoup que je considérais de même niveau, du coup j'ai pu mettre la même note à plusieurs films. Donc ça pour le coup c'était intéressant. Et rassurez-vous, vous avez quand même un top 5 très bien hiérarchisé, avec des notes différentes, donc voilà, vous avez un top 5, c'est déjà ça. Bien écoutez, on va pouvoir commencer, j'ai tous les films ici pour pas les oublier. On commence avec la note de 10 sur 20, et le premier film, non pas des moindres, 50 nuances degrés de Sam Taylor Johnson. Comment vous dire, j'étais curieux, et encore une fois, la curiosité est un vilain défaut. Qu'on soit d'accord, le film n'est pas une immonde merde, mais clairement, c'est quoi ces personnages et c'est quoi ces dialogues? Enfin je veux dire, l'étudiante de 20 ans pucelle et innocente et le milliardaire égocentrique et qui se la pète, plus cliché tu meurs. C'est assez impressionnant et ces dialogues bordel. Ces dialogues, t'as souvent l'impression que c'est une parodie de comédie romantique à beaucoup de moments, avec beaucoup plus de cul dedans, donc c'est assez bizarre. Cela dit, il y a quand même 2-3 bonnes choses dans ce film qui m'ont permis d'avoir 10 sur 20, qui n'est pas une si mauvaise note que ça. Et ces bonnes choses, je suis désolé de le dire mais c'est un fait, c'est la réalisation des scènes de cul. Alors pas toutes, uniquement celles qui sont dans la seconde partie du film, là où on commence à pénétrer dans le SM. Petit jeu de mots, t'as vu? Ouais, bon d'accord. Et clairement ces scènes-là sont plutôt bien filmées. C'est là qu'il y a une vraie intention de réalisation et un vrai équilibre. On a l'impression de regarder du porno pudique en fait. C'est assez explicite mais on n'a pas non plus des gros plans, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et je trouvais pour le coup c'était réellement intéressant parce que du coup c'était plutôt agréable à regarder. C'est du cul, mais il n'y a pas que le cul, je veux dire, c'est aussi sur la composition du plan, l'éclairage, etc., le cadrage, tout ça est plutôt bien foutu, et j'avais trouvé ça très intéressant à noter. Aussi, une autre bonne chose dans ce film, c'est la dernière minute qui fait écho au début du film, et du coup je trouvais ça assez intéressant. Je tiens à vous rassurer, j'ai pas payé pour voir ce film, et je paierai pas pour voir la suite, mais je pense que je regarderai quand même la suite, parce que, bon, après tout je pense que ça ne peut être que meilleur, parce que ce premier film c'est clairement une grosse exposition de 2 heures et on se fait clairement chier devant. Mais bon, il y a un début de réflexion qui pourrait être intéressant pour les suites. Voilà. Toujours 10 sur 20, Hitman Agent 47 de Alexander Bach, que j'étais voir avec un pote et clairement, c'est pas la folie. C'est un film très cliché, aucune surprise, avec des effets spéciaux assez bâclés. Ça aurait pu être un bon point pour le film, mais même pas. Le film n'a vraiment pas grand chose pour lui. Le personnage principal, enfin l'acteur qui joue Hitman manque cruellement de charisme. Le seul bon acteur de ce film, c'est Zachary Quinto, qui a joué Spock dans les 2 derniers Star Trek de J.J. Abrams, dont on va parler bientôt, bien évidemment, et qui joue également Sylar dans Heroes, qui est ma série préférée. Donc clairement, le voir dans un film, ça fait plaisir, mais bon, qu'est-ce qu'il faut dans ce film, quoi, qui est vraiment... Encore une fois, il y a 2-3 bonnes choses, mais bon, très honnêtement, je vous le conseille pas, surtout si vous connaissez Hitman et que vous êtes un fan de la saga Hitman, parce que clairement, vous risquez de tomber de haut. C'est encore une très mauvaise adaptation de jeu vidéo, bien malheureusement. On passe à la note de 11 sur 20 avec 2 films français, Cocorico. Papa ou Maman de Martin Bourboulon, qui là pour le coup est une grosse déception, parce que clairement j'étais hype pour le film, parce que je trouvais que l'idée de départ était très intéressante. C'est des parents qui sont dans un centre de divorce, et qui vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Et je trouvais que ce postulat était plutôt intéressant. Le gros problème de ce film, c'est son rythme. Enfin moi personnellement, je me suis fait chier devant ce film. La première partie est une immense préparation, et une fois qu'on est dans le cœur du sujet, ça dure à peine 5 minutes, et après ça retombe dans un rythme extrêmement lent. Et pourtant le film a plein de bonnes qualités. Par exemple le début du film qui est un plan séquence plutôt intéressant, il y a 2-3 bonnes idées de mise en scène. Les acteurs sont excellents, mention spéciale à Laurent Lafitte, que j'adore. Il y a vraiment des belles choses mais qui sont gâchées par une écriture très convenue, très paresseuse, et par un scénario qui tourne en rond assez vite.
Donc bon, c'est vraiment dommage. Et puis c'est cliché, il y a aucun rebondissement. Donc voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment un gros gâchis. Toujours 11 sur 20, le grand partage de Alexandra Leclerc qui est sorti il y a quelques semaines. Bon alors pour le coup c'est pas une déception parce que je n'attendais pas grand chose, mais bon. Il y a 2-3 trucs sympas, j'ai rigolé une fois je crois. Et quelques petits sourires par-ci par-là, mais bon. Clairement c'est pas une bonne comédie française, je veux dire bon c'est une comédie française, tout ce qu'il y a de plus banal. Les acteurs sont... ouais, il y a Karine Viard dans le film et je trouve qu'elle surjoue à mort dans ce film, c'est assez impressionnant. Autant dans La Famille Bélier elle était excellente, alors là clairement je trouve qu'elle surjoue à mort, c'est assez incroyable. Et je me mouche. C'est sexy putain. La seule actrice qui arrive vraiment à nous faire décocher des sourires c'est Valérie Bonneton qui joue Madame Le Pic dans Fais pas ci fais pas ça, qui est une excellente actrice. Elle le prouve encore une fois. Mais bon, enfin là c'est un film banal, avec un message qui n'est pas forcément le bon. C'est une comédie française populaire très banale, donc bon. C'est pas à fuir, mais c'est pas non plus un film que je vous conseillerais absolument. Ensuite, toujours 11 sur 20, Divergente 2 de Robert Schwenke, qui là aussi est une exception, parce que le premier film était vachement cool. Mais c'est quoi cette suite, bordel? C'est quoi cette suite? Encore une fois, c'est vraiment très mal écrit, les personnages sont inintéressants, Tris et 4 sont insupportables. Et vraiment le scénario, il est bourré d'incohérences, il n'y a aucun rebondissement, il n'y a aucune surprise. C'est un gros gâchis parce que, encore une fois, la mise en scène n'est pas dégueulasse, il y a de bonnes scènes d'action, la musique du film est plutôt cool, des bonnes choses noyées dans de la merde, et encore une fois, le rythme du film est beaucoup trop inégal, j'ai froid, hein. Le rythme du film est beaucoup trop inégal, on se fait chier devant pas mal de scènes, et c'est vraiment dommage. Cela dit, il y a vraiment une chose à retenir de ce film, c'est une scène d'action, qui est plus précisément une simulation. Et le soleil qui arrive, ça fait plaisir. Ça fera un peu plus de lumière. C'est une simulation qui est teasée sur une des affiches du film, donc avec un espèce de carré qui flotte. Donc en fait, on apprend dans le film que ce carré c'est une maison, et qu'en fait il y a la mère de Tris qui est dans ce carré, et donc du coup Tris va essayer de la sauver. Donc c'est une simulation, mais elle va essayer de sauver sa mère. C'est une scène vraiment impressionnante et très esthétique, et pour le coup qui pète la classe. Mais malheureusement elle est beaucoup trop courte cette scène. Mais cette scène m'a beaucoup marqué et mérite à elle seule limite le visionnage du film. Donc bon. Après c'est à vous de voir. On passe à la note de 12 sur 20 avec Jupiter Ascending des frères Wachowski, je sais pas du tout comment on dit. Ceux qui ont fait la trilogie Matrix. C'est un film que beaucoup de gens ont gueulé, qui d'ailleurs est nommé pour les Razzie Awards. Donc c'est l'inverse des Oscars, ça récompense les pires films de l'année. Moi pour le coup je le trouvais plutôt sympathique, il y a beaucoup de problèmes en termes d'écriture encore une fois, mais c'est un spectacle visuel et sonore absolument dantesque, c'est un film très esthétique et qui est vraiment beau à voir et qui possède des séquences vraiment impressionnantes. Et rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil. Voilà, clairement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vraiment, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais de là à dire que c'est une immonde merde, faut pas déconner, il y a eu bien pire. Toujours 12 sur 20, Terminator Genesis de Alan Taylor. Là, pareil, le film s'est fait pas mal cracher dessus. Oui, il a beaucoup de problèmes. Alors oui, c'est un très mauvais Terminator, mais c'est pas non plus un mauvais film, faut pas déconner. Bon, les deux premiers Terminator sont les grands classiques de la science-fiction, rien à dire dessus. Le 3, que beaucoup de gens détestent, moi je l'aime bien. Renaissance, que beaucoup de gens détestent aussi, je le trouve vachement bien parce qu'il y a une vraie esthétique dans Renaissance. Et il y a de vraies belles idées de mise en scène et des scènes d'action assez impressionnantes. Et sur ce film, il y a vraiment eu tout un travail sonore qui m'a vraiment marqué. Donc pour le coup, Renaissance était vraiment cool. Bon là, ce Genesis a beaucoup de problèmes. Notamment en termes de cohérence parce que ça part complètement en couille le scénario de ce film, mais bon il y a de bonnes scènes d'action et on suit les personnages plutôt avec intérêt et il y a Emilia Clarke, bordel les gars, il y a Emilia Clarke et en plus elle a la poil dans le film donc allez le voir, quel gros bouffe. 12 sur 20 toujours, San Andreas de Brad Payton qui n'a rien à voir avec GTA, alors qui est un film catastrophe complètement con, mais vraiment complètement con, mais qui s'assume et qui est vraiment spectaculaire. Donc voilà, pas grand chose à parler dessus, ça se regarde sans déplaisir. Et puis encore une fois, il y a une bonasse dans ce film. Donc allez le voir. Le gros beauf, le retour. Ensuite, toujours avec 12 sur 20, Fast and Furious 7 de James Wan. Donc là, vous allez me dire 12 sur 20, c'est quoi cette note de merde pour un film aussi énorme? Déjà, il faut savoir que c'est le premier Fast and Furious que j'ai vu. Et oui, le film est sympathique, mais je suis pas complètement rentré dedans parce que le film est quand même what the fuck, il y a pas mal de moments. Et je trouvais que c'était pas complètement assumé ce côté what the fuck à 2-3 moments, et du coup c'est ce qui m'a un petit peu gêné. Mais après le film a vraiment de très bonne qualité, les personnages sont vraiment très attachants, même Jason Statham qui campe à un méchant vraiment excellent, bien évidemment toute la fin qui est extrêmement émouvante avec l'hommage à Paul Walker qui est vraiment très bien foutu. Donc ça j'ai rien à dire dessus, mais c'est vrai que je suis pas complètement entré dans le film malgré 2-3 séquences vraiment impressionnantes. De toute façon, il y a Blast Off de Guetta dans la BO du film, donc bon, je suis obligé de lui mettre 12 sur 20 même si j'ai pas aimé. Toujours avec la note de 12 sur 20, il y a beaucoup de 12 sur 20.
Ant-Man de Peyton Reed, le dernier film de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. Pour ceux qui ne le savent pas, le Marvel Cinematic Universe, je suis pas forcément client, en particulier la phase 2. Le problème de Ant-Man et de pas mal de films de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, c'est un manque d'enjeu. C'est des personnages clichés auxquels on s'attache pas, et du coup ça ne crée pas d'enjeu, et du coup le film est aussitôt oublié après l'avoir vu. C'est vraiment dommage, parce que sur Ant-Man a vraiment de bonnes idées en termes de mise en scène, etc. mais c'est un film qu'on oublie très vite, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses. Ensuite, avec la note de 12,5 sur 20, j'ai pas réussi à trancher entre 12 et 13, j'ai vraiment pas réussi à trancher. C'est Spectre de Sam Mendes, le dernier James Bond, qui n'est pas un mauvais film, mais clairement il est quand même pas ouf. Hein. C'est presque une déception, parce que franchement, le film promettait du lourd, et clairement, ouais, il est pas ouf quoi. Je vais pas parler de tous les James Bond parce que déjà j'en ai vu que un ou deux à part ceux de Craig. Alors Casino Royale, je l'ai pas vu en entier, j'ai vu 80% de Casino Royale et je l'ai trouvé très bon. Quantum of Solace, je l'ai vu il y a très longtemps et je m'en rappelle pas, donc il faudrait que je me le remette un de ces quatre. Skyfall, que j'ai vu plusieurs fois en entier, est vraiment bon. Et ce Spectre, bah ouais, il est pas ouf quoi. Le gros problème de ce Spectre, c'est vraiment son méchant quoi. Le méchant ne sert à rien. C'est dingue. Il sert même pas à être un méchant, il ne sert à rien. C'est assez incroyable. Et pourtant ça partait vraiment très bien parce que la séquence d'introduction du film est vraiment géniale. Avec ce plan séquence qui est vraiment énorme, avec cette immense scène d'action qui est plutôt impressionnante, et le générique qui pète la classe, et la chanson. Pourquoi vous crachez dessus? Moi personnellement j'adore, vraiment je kiffe la chanson de Sam Smith. Je la trouve extrêmement émouvante, et ce mec a une voix putain. Donc voilà, ce Spectre je l'ai apprécié, mais vraiment sans plus, hein. Ça reste vraiment une petite déception. Je pense qu'il faut changer d'acteur pour le prochain James Bond. Parce que Craig est excellent James Bond, mais je pense qu'on a fait le tour du personnage. Je pense qu'il n'a plus rien à apporter à la saga. Et limite, il se serait arrêté à Skyfall, ça aurait été très bien. Parce que Skyfall avait vraiment un sentiment d'accomplissement, et qu'on retrouve vraiment pas dans Spectre. Ils ont fait un teasing énorme sur Monica Bellucci, qui n'est là que 5 minutes. Et bon, Léa Seydoux, oui. Léa Seydoux est très bien. Je me gratte l'œil, ça me fait chier. On passe à 13 sur 20 avec Avengers 2 de Joss Whedon. J'ai vraiment apprécié ce Avengers 2, et pourtant c'était pas gagné parce que j'ai pas aimé le premier Avengers, enfin j'ai pas complètement aimé le premier Avengers, là vous allez me tuer, mais j'ai pas complètement accroché au premier Avengers. Et là clairement ce deuxième Avengers fait un truc que ne fait pas Ant-Man, il a des personnages au développement intéressant et attachant. Du coup ça crée des enjeux, et du coup le film n'est pas oubliable une fois qu'on l'a vu. Et voilà, ça fait toute la différence, c'est peut-être con mais ça fait toute la différence. Et le film obtient du coup un beau 13 sur 20. Après il y a encore des trucs qui m'emmerdent, c'est la patte Marvel dans ce Avengers 2, mais clairement, pour moi, il est meilleur que le premier, parce qu'on a un vrai méchant, parce que franchement, Loki dans le premier Avengers, c'était d'un ridicule sans nom, et puis les conflits internes entre les membres de l'équipe Avengers, qui dans le premier film étaient complètement inutiles et cons, là, ils sont plutôt intéressants, et ils sont pertinents, et en plus, ils sont justifiés, donc ça, c'est cool. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans ce Avengers 2, c'est quand Ultron, quand il a encore un ordinateur, enfin une IA, quand Ultron prend possession de Jarvis, l'IA de Iron Man, c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup marqué parce qu'elle est très esthétique, et c'est une scène vraiment qui se démarque de tout le reste du film parce qu'elle est filmée de façon assez intéressante, et en plus elle arrive d'un seul coup comme ça, donc je dois avouer que cette scène m'a beaucoup marqué. Voilà. Toujours avec la note de 13 sur 20, là je vais passer un petit moment, c'est Hunger Games, la révolte partie 2 de Francis Lawrence. Alors, oui, 13 sur 20 n'est pas une mauvaise note, mais j'aime tellement Hunger Games que ce film aurait dû avoir 16 ou 17. Minimum. Qu'on soit d'accord, ce Hunger Games 4 est une déception énorme. En tout cas pour moi. Depuis le premier film, qui m'a foutu une immense claque, je suis un immense fan de la saga. J'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère, j'adore le scénario, j'adore les personnages, j'adore les acteurs, j'adore Jennifer Lawrence. Enfin, vraiment tout ça réuni, j'adore l'univers d'Hunger Games. Et à ce jour, c'est la seule saga cinématographique adaptée d'un bouquin qui m'a donné envie de lire les bouquins. Même Harry Potter, que j'adore, ne m'a pas donné envie de lire les bouquins. C'est vous dire. Les deux premiers films, je les aime autant l'un que l'autre. Ils m'ont vraiment foutu sur le cul, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai vraiment adoré ces films. Le troisième film que beaucoup n'ont pas aimé, moi je l'ai vraiment aimé. Toute l'ambiance qui se dégageait de ce troisième film était vraiment très intéressante. Et il y avait beaucoup de scènes qui étaient très fortes. Et pour le coup, c'est vrai que j'avais pas mal défendu ce troisième film en disant... parce que beaucoup disaient qu'il se passait rien, qu'il était très chiant, etc. Et moi je défendais le film en disant que oui, mais vous verrez pour le quatrième, ça va être énorme, ça va commencer dès le début, il va y avoir un climax énorme. Et non bordel, ce Hunger Games 4 est un 3.5. Vous allez me dire, les films se suivent, sauf que ce quatrième épisode de Hunger Games conclut la saga. Et un final aussi mou, c'est pas possible.
c'est vraiment pas possible. Clairement, je me suis pas fait chier parce que j'adore la saga, j'ai mal au dos. Finalement, c'était une grosse connerie de couper ce film en deux parce que les deux films, ils auraient été rassemblés en un, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment intéressant et ça aurait donné, je pense, une trilogie absolument parfaite. Mais là, du coup, les deux films sont très mous et du coup, on a un final qui se traîne en longueur. La première scène d'action arrive au bout de 40 minutes de film. C'est quand même pas normal. Après, encore une fois, il y a des séquences qui sont vraiment très bien foutues et j'ai rien à dire dessus. Et pour le coup, la fin du film que beaucoup ont détesté, sur le coup, je m'étais dit, mais quelle fin de merde. Mais finalement, la fin est assez pertinente et intéressante. Et j'ai trouvé que c'était un parti pris assez couillu de faire cette fin-là, de complètement passer à côté d'un affrontement final épique pour donner ça, qui pose une vraie réflexion et un vrai questionnement sur ce qu'apporte la saga. Et d'ailleurs, ça fait penser à la meilleure scène du film pour moi, c'est quand Haymitch lit la lettre de Plutarque, qui est jouée par Philip Seymour Hoffman, qui nous a tragiquement quittés, qui est une lettre assez émouvante, qui en fait résume toute la saga Hunger Games. Pour le coup, cette scène était vraiment très intéressante, mais clairement, ce final reste une grande déception. J'ai aimé parce que c'est Hunger Games. Petit problème technique, l'appareil photo n'a pas fini pendant 2 minutes. Pourquoi? J'en sais foutre rien. En tout cas, bon, je vais essayer de répéter un peu ce que j'avais dit. Donc, petite conclusion sur Hunger Games. Une saga qui partait vraiment très bien, et malheureusement, à cause de ce putain de troisième film qui a été coupé en deux, eh bien, est un réel gâchis. On continue avec la note de 13 sur 20, avec le Labyrinthe 2 de Wes Ball, qui pour le coup était vraiment une bonne surprise. Le premier labyrinthe était vraiment cool, mais avec Divergente 2, j'avais très peur de cette suite. Mais au final, cette suite est vraiment très cool. La réalisation est très efficace, les acteurs sont très bons, les personnages sont vraiment très attachants, et c'est un film qui est vraiment très diversifié. La première demi-heure de film est une espèce de thriller, après ça part en survival post-apocalyptique, pour terminer sur un gros film d'action. Du coup, le film tourne pas en rond, et arrive à rester cohérent, donc ça c'est vraiment très fort. Et la fin donne vraiment envie d'aller voir le 3, qui en plus il sera pas coupé en deux, donc ça c'est vraiment cool. Merci les gens. On passe à la note de 13,5 sur 20, avec les 4 fantastiques de Josh Trank, et je vais relaisser la parole à mon camarade, qui va vous parler des problèmes de tournage du film. Bonne fin de vidéo à tous. Après, quelques jours avant la sortie du film, il y a eu la révélation sur les complications du tournage, c'est-à-dire que la Fox a mis des bâtons dans les roues jusqu'au bout à Josh Trank pour pas lui laisser faire sa vision des choses, et du coup Josh Trank a pété un câble et a quitté le tournage plusieurs semaines, ce qui est énorme. Le studio a terminé le film à sa place, a donné le produit final qui, en effet, oui, a beaucoup de problèmes, mais c'est pas une merde, faut arrêter. Faut surtout pas blâmer Josh Trank, parce que je suis sûr qu'il avait plein de bonnes intentions. Et si le film est aussi bancal, c'est aussi à cause de Marvel. Oui, parce que Marvel convoite les droits des cas fantastiques depuis très longtemps. Du coup, la Fox a bâclé le film pour le sortir le plus rapidement possible pour garder les droits. Même sans Josh Trank, ils auraient quand même pu prendre leur temps pour terminer le film, mais non, ils l'ont rushé à mort pour qu'il le sorte rapidement pour pas que Marvel récupère les droits. Mais du coup, le film s'est viandé au box-office, a ramassé des critiques absolument merdiques partout et a gâché le talent d'un réalisateur qui était très prometteur. Je suis vraiment très dégoûté pour Josh Trank parce que du coup, après ce flop, il a été retiré du projet d'un spin-off de Star Wars qu'il devait réaliser, et ça se trouve, il ne fera plus aucun film. Et je suis vraiment très dégoûté parce que ce mec a un putain de talent. Et il se voit un petit peu dans la cas fantastique. Notamment c'est la première partie du film qui a pas été trop charcutée et qui est vraiment très bonne. Il y a vraiment tout un traitement des personnages qui est vraiment très intéressant. Les personnages sont vraiment très attachants. Après, la seconde partie du film a de gros problèmes. Oui, notamment des transitions qui sont... Hein, mais il y a quand même des bonnes choses, encore une fois. Le design de Fatalis est hyper classe. Il y a un plan qui est génial dans ce film. C'est quand la caméra donc suit de dos Fatalis pendant qu'il est en train de marcher tranquillement et qu'il tue des gens sur sa route. Ce plan est badass, bordel. Et ça, c'est Josh Trank, c'est évident. Les effets spéciaux sont pas terribles, certes, mais ils sont quand même largement mieux que dans Hitman, par exemple. Les acteurs sont pas dégueulasses. Il y a vraiment un traitement très intéressant des personnages. C'est pas un film d'action super héroïque, c'est un film de science-fiction super héroïque. Et ça change beaucoup de choses, et c'est vachement plus intéressant, je suis désolé. Franchement, oubliez toutes les critiques négatives, essayez de le voir avec un œil bienveillant, avec un œil indulgent. Focalisez-vous uniquement sur les bons côtés de ce film, et vous verrez que ce film n'est pas une merde. D'ailleurs, il a été aussi nommé aux Razzie Awards. Fait chier. Allez, là maintenant c'est bon, on commence à rentrer dans les bons films, le top 5 n'est pas très loin. Avec la note de 14 sur 20, on commence avec Chappie, qui est ici, de Neil Blomkamp. C'est un mec qui a réalisé District 9, qui est un de mes films préférés, qui est absolument superbe, qui a réalisé Elysium, qui était une grosse déception, mais qui était quand même pas mal. Et là, clairement, ce Chappie est vraiment bien. C'est un film qui pose de véritables questions sur l'humanité. Le personnage de Chappie est vraiment très intéressant. D'en avoir fait un robot enfant, je trouve que l'idée est vraiment très belle. Il y a quand même un truc cool dans ce film, c'est que c'est un robot gangster. Mais putain, ça c'est génial, c'est énorme. Je veux dire, dans aucun autre film t'as vu ça, c'est un robot gangster et c'est tellement jouissif de voir ça, bordel. Et il y a vraiment des séquences très impressionnantes dans ce film. Après, il y a quelques petits soucis, notamment le personnage de Hugh Jackman, alors qui est déjà craint à mort. De voir que Wolverine joue un personnage loser, ça fait bizarre, mais c'est surtout qu'il est très mal écrit. On sait pas trop pourquoi il fait ça, on sait pas trop pourquoi il est autant un connard, enfin bon bref. En tout cas, Chappie est vraiment un bon film, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous êtes fasciné par les IA, parce que pour le coup, il
Il y a une vraie réflexion derrière ce film et c'est plutôt cool. Toujours 14 sur 20, Imitation Game de Morten Tildum, qui est un film que j'ai vu très récemment, il y a à peine 3 semaines. Et il était vraiment bien. J'en avais entendu parler vite fait, il m'a vraiment passionné. J'ai trouvé que c'était un film vraiment passionnant et intéressant. C'est un biopic qui raconte l'histoire de... Comment il s'appelle, putain? Je sais plus le nom du mec. Enfin, en tout cas, c'est un mathématicien qui devait donc décoder une machine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un film très intéressant, qui a des personnages très attachants. Les acteurs sont excellents. Cumberbatch et... Oh, bordel! Cet acteur est grand, très grand. Il y a des séquences fortes, etc. Et puis c'est... Voilà, c'est un film vraiment, on s'en marque pas, on est vraiment captivé par le film. Le seul petit défaut de ce film, c'est vraiment sa réalisation qui est très académique et qui est très banale. C'est dommage parce qu'ils auraient pu essayer des choses en termes de mise en scène, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais c'est quand même un film à voir parce que clairement, Alan Turing, voilà. Surtout si vous connaissez pas l'histoire d'Alan Turing, c'est vraiment fascinant. Toujours 14 sur 20. Enfin, on en parle, Star Wars épisode 7, le réveil de la force de J.J. Abrams. J'aurais jamais cru que ce Star Wars serait autant controversé. C'était évident qu'il y allait avoir de la déception avec toute la hype qu'il y a eu autour. Qu'il y ait autant de déception, vraiment je ne m'attendais pas. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce Star Wars 7, malgré quelques petits soucis. J'ai pris mon pied quand même parce que rien que de voir le générique au cinéma, c'est... Oh! Les nouveaux personnages sont hyper intéressants et attachants. Les acteurs sont très très bons. BB-8... Je l'adore. Il est à la fois trop mignon et hyper badass, ça c'est cool. Après, évidemment, revoir Harrison Ford et Carrie Fisher, mais c'est tellement génial. Je suis pas un grand fan de la saga Star Wars, mais clairement j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup la trilogie originale, comme tout le monde. J'aime la prélogie, pas comme tout le monde. La menace fantôme et la taille des clones, je les aime bien. Ils ont des défauts, mais je les aime bien. La revanche des Sith fait partie de mes films préférés. J'ai hâte de voir le 8, qui sera réalisé par Rian Johnson, qui a réalisé Looper, qui est un très bon film de SF que je vous conseille. Si vous ne l'avez toujours pas vu, bah allez le voir. Tant qu'il est encore là, profitez-en. Ça y est, on passe au top 5. Numéro 5, avec la note de 14,5 sur 20, c'est The Visit de M. Night Shyamalan. Et clairement, c'était pas gagné que j'aime ce film, parce que je déteste avoir peur. C'est un sentiment que je déteste, et du coup, j'aime pas les films d'horreur. Mais, la bande-annonce avait l'air très intéressante, et M. Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'aime bien. Il a fait Sixième Sens et Incassable, qui sont deux très bons films. Il a fait Phénomène, qui m'a traumatisé, mais que je saurais pas dire si j'aimais ou pas. Il a également fait After Earth, qui était sympa, qui s'est ramassé beaucoup de merde dessus, mais que moi j'avais plutôt bien aimé. Et là, vraiment, ce Visite, il revient avec une comédie horrifique, parce que oui, ce film est une comédie horrifique, à petit budget, et ça marche. On se chie dessus autant qu'on rit. On se tape vraiment des barres dans ce film, et en même temps, on arrive à se chier dessus. Et ça, c'est génial, bordel. Le film est réalisé en found footage, caméra à l'épaule. C'est un concept qui commence un petit peu à s'essouffler, mais dans ce film-là, ça marche encore. Ah, excusez-moi, c'est mon chat. Oui, tu m'interromps là. Salope. Les personnages sont très attachants, que ce soit les adolescents ou même les grands-parents, qui arrivent à être à la fois attachants et en même temps énormément glauques et flippants. C'est un film qui est plein de tensions, etc. Enfin vraiment, moi j'ai vraiment kiffé le film et j'ai vraiment très envie de le revoir. En numéro 4, avec la note de 15 sur 20, c'est American Sniper de Clint Eastwood, qui est là. Et vous allez voir mon chat, voilà. Et alors tu m'emmerdes? C'est une femelle, hein, c'est une chatte. Bon, voilà, elle s'en va. Voilà. C'est à cause de vous ça, vous faites chier. Hein. Je disais donc American Sniper de Clint Eastwood, qui m'a vraiment foutu une claque dans la gueule. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et c'est même pas un film de guerre, enfin c'est pas complètement un film de guerre, c'est aussi un film sur un homme qui a vraiment vécu les pires horreurs et qui doit choisir entre la guerre et sa famille. C'est un film vraiment très émouvant et très touchant à pas mal de moments, et c'est clairement la mise en scène qui frappe dans ce film. Clint Eastwood est toujours au sommet en termes de mise en scène, et c'est un film extrêmement immersif et vraiment très bien foutu. Bradley Cooper est vraiment incroyable. Quand tu sais qu'il a commencé avec Mary Bad Trip et qu'il te sort un jeu d'acteur pareil, c'est assez impressionnant. Et puis la fin du film a vraiment foutu un coup. Ce film est un biopic, il raconte l'histoire du plus grand sniper de l'armée américaine, et je connaissais pas la fin de l'histoire de ce mec, et clairement waouh, c'est tellement bien amené que ça m'a foutu un coup. Et une petite chose à souligner, la deuxième partie du générique de fin, donc le générique d'Avoulant, n'a pas de musique. Un silence total pendant 6 minutes. Je dois avouer que j'avais jamais vu ça avant, et étant donné le film, bah, c'est plutôt adapté, mais je dois avouer que ça m'a foutu un coup parce que j'avais jamais vu ça avant, et clairement, ça m'a marqué. En numéro 3, avec la note de 15,5 sur 20, c'est Unfriended de Levan Gabriadze. Ou Levan, je sais pas, on va dire Levan Gabriadze. Là pour le coup, je vais être honnête, c'est un coup de cœur personnel parce que objectivement le film n'est pas très bon. Moi j'ai vraiment adoré ce film. Faut dire que dès que j'ai vu la bande-annonce, j'étais hyper hype par le concept du film. En fait le concept du film, c'est 1h30 sur un écran d'ordinateur. Le film c'est un plan séquence de 1h30 sur un écran d'ordinateur. C'est tellement génial comme concept et c'est tellement immersif. On lâche pas l'écran des yeux, j'ai jamais pu quitter l'écran des yeux une seule seconde. C'est un film extrêmement prenant,
très immersif, qui est vraiment bien foutu du début à la fin, avec une tension qui monte crescendo de façon superbe. Après, le seul petit problème de ce film, c'est ses personnages, qui sont pas vraiment très attachants. Il y a quelques petits problèmes d'écriture, enfin, les réactions des personnages sont pas toujours très sensées, mais bon voilà, qu'importe, parce que vraiment le film a vraiment pris aux tripes, et j'ai vraiment passé un super moment, et j'ai vraiment très envie de le revoir également, même si je déteste encore une fois avoir peur au cinéma, parce que c'est un film d'horreur. Mais bon, le film n'abuse pas sur les jumpscares, c'est un film qui joue surtout sur la tension, et de ce côté là c'est vraiment très bien foutu, et il y a vraiment 2-3 séquences qui sont vraiment très habilement construites, etc. Donc vraiment super. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé la fin, moi j'ai aimé la fin. Voilà. En numéro 2, avec la note de 16/20, c'est Vice Versa de Pete Docter. J'ai été comme un gosse pendant 1h30. Et ça c'est bien. C'est très bien. C'est beau, c'est poétique, c'est intelligent, c'est très drôle, c'est très émouvant, c'est très touchant. Voilà. C'est un Pixar comme on les aime. Et pourtant, même moi je me suis dit, bon voilà, Pixar, bon ils ont fait leur temps. Ces 2-3 dernières années, ils étaient un petit peu en dents de scie. Mais là clairement, ils reviennent avec Vice Versa, qui est génialissime, que j'ai vraiment kiffé à mort. C'est vraiment un film hyper beau, qui forcément vous touchera. C'est évident. Et quel que soit votre âge, que vous ayez 5, 10, 20, 40, 60 ans, c'est un film qui va vous toucher. C'est obligé, et ça sera vraiment con de passer à côté, parce que c'est vraiment un super film, qui est vraiment très très beau, et qui fait vraiment du bien. Regardez Vice Versa, et arrêtez de vous dire que les films comme ça, c'est pour les gosses. C'est pas vrai. Et enfin, en numéro 1, avec la note de 17/20, je pense que vous savez déjà de quel film il s'agit, pas vraiment de surprise. Mad Max Fury Road de George Miller. Bah ouais, encore, mais... Ce film est une tuerie. Quelle claque, bordel. Et ce qui est encore plus fou, c'est que 2 mois avant d'aller voir le film, je connaissais à peine Mad Max. Je connaissais de nom, mais je n'avais vu aucun, et clairement, c'est une saga qui m'avait jamais attiré. Mais dès que j'ai vu les premières annonces de ce film, je me suis dit, ah ouais, quand même. Du coup, j'étais hype, et effectivement, mais putain, quelle claque, bordel. D'un point de vue visuel et esthétique, c'est absolument bandant. C'est très intelligent, il y a une vraie réflexion humaniste. On a des personnages très attachants et très bien écrits. On a des personnages féminins forts, ça c'est bien. Max, il a 3 répliques, il arrive à être attachant. Ça c'est très fort aussi. Et puis évidemment les effets spéciaux, les cascades, la mise en scène qui est virtuose. Enfin, waouh, putain. La tempête de sable, bordel. La tempête de sable. Enfin, on n'avait jamais vu ça avant, quoi. Enfin, c'est dingue. Avengers 2 à côté, c'est du pipi de chat, sans déconner. Cette tempête de sable est absolument jouissif. Elle est impressionnante. T'en prends plein la gueule, quoi. C'est la vache. Et aussi le début du film, qui pose ses coups sur la table dès le début, quoi. Avec cette poursuite en accéléré, mais on n'avait jamais vu ça avant. Et c'est incroyable. Et se dire que George Miller, donc il a réalisé la trilogie Mad Max, ok. Et ensuite, il a fait, je déconne pas, Happy Feet 1 et 2, Babe 1 et 2. C'est pas une blague, hein. Allez voir. Ce mec a vraiment fait ces 4 films. D'ailleurs, Happy Feet 1 est vraiment cool. Et ensuite, il te sort ça, alors qu'il a quasiment 75 balais. Bah moi je dis respect. Et se dire que du beau cinéma, ça peut être une course-poursuite de 2 heures non-stop avec des explosions à la minute, bah c'est incroyable. C'est beau. Et j'aime ça, bordel. Et vraiment, si vous n'avez pas vu Mad Max Fury Road au cinéma, j'ai la peine pour vous. Vous avez raté quelque chose. Parce que clairement, à la fin de la séance, je pouvais pas bouger. J'avais les bras complètement... Enfin, c'était incroyable. Et franchement, ça ne m'attendra pas que dans 15 ans, on dise que Mad Max Fury Road est un film moderne. Parce qu'on n'a jamais vu ça avant. C'est un film en avance sur son temps, c'est évident. Citez-moi un seul film qui ressemble à 1/10 à Mad Max Fury Road. Il n'y en a pas, c'est impossible. Voilà, c'est donc la fin de ce Bien Cinéma, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne et également à la chaîne Cinéma, que je vais très bientôt reprendre, c'est une promesse. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à parler de films qui vous ont marqué en 2015 et n'hésitez pas aussi à me conseiller des films, ça m'intéresse toujours. Et puis aussi à partager vos tops ou même flops. Ça m'intéresse aussi, comme ça on pourra un petit peu en débattre et tout, ça pourrait être cool. Voilà, donc je vous donne très bientôt rendez-vous pour la prochaine analyse de texte. Je vous fais des bisous, salut! Me or everyone else.